Au Sahel, 2 chiffres tombent et tout vacille. Quand les prévisions annonçaient l'échec agricole, une annonce fixe un objectif colossal: faire pousser du cacao là où la poussière règne et forcer le pays à croire à l'impossible. Cette promesse, portée par Ibrahim Traoré, transforme une idée en défi national. Jeunes, soldats, mères rurales, tous se demandent s'ils peuvent reprendre la main sur leur avenir ou perdre leur dignité sous les rires étrangers. Et pendant que certains prédisent un désastre, des milliers de volontaires affluent, plantent, protègent, recommencent. Chaque plan devient une question ouverte, et l'horizon du Burkina Faso commence à bouger. La promesse faite au pays est claire. Ce récit ne va pas seulement raconter une culture improbable, mais expliquer ce qu'elle met réellement en jeu. Il s'agit de comprendre comment une décision peut ouvrir ou refermer l'avenir d'une génération entière. Pour les jeunes burkinabés, l'enjeu est simple: reprendre prise sur leur futur sans dépendre d'un départ forcé ou d'une aide extérieure. Pour les communautés rurales, c'est la possibilité de transformer une terre jugée stérile en levier économique. Mais cette promesse porte aussi un risque majeur. Si l'échec est total, il ne restera qu'un sentiment d'humiliation collective. C'est dans cette tension entre espoir massif et menace symbolique que s'inscrit l'expérience lancée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et que se joue bien plus qu'un pari agricole. Il ne l'avait pas vu venir. En quelques semaines seulement, alors que la promesse était encore tournée en dérision à l'étranger, des milliers de volontaires affluaient chaque jour vers des terres que l'on disait condamnées. Ce renversement brutal révélait une dynamique inattendue. Ce qui devait échouer rapidement devenait un mouvement intérieur massif. C'est là que se referme la première question ouverte au début. La promesse n'a pas paralysé le pays, elle l'a mobilisé. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer l'annonce à 20 mètres dans son contexte. Le Burkina Faso est depuis longtemps décrit à travers un prisme de dépendance: climat hostile, agriculture fragile, jeunesse tentée par l'exil. Lorsque l'objectif est formulé publiquement, il heurte ce récit installé. La proposition n'est pas seulement agricole, elle touche à l'idée même de souveraineté et de capacité collective à décider autrement. Les mots d'Ibrahim Traoré jouent ici un rôle central. Son appel à l'autodétermination circule rapidement, de village en village, porté par des radios locales, des discussions informelles, des images partagées. À Paris et à Washington, des experts ironisent. Sur le terrain, le contraste est frappant. Des soldats quittent provisoirement les casernes pour manier des pelles. Des agriculteurs abandonnent leur routine pour apprendre des gestes inconnus. Des familles transforment leurs cours en pépinières improvisées. Ce contexte explique pourquoi la mobilisation dépasse toute attente. Elle ne repose pas sur une certitude de succès, mais sur un refus commun de l'impuissance. Chaque plan mis en terre devient un acte de défi symbolique. L'annonce jugée irréaliste agit alors comme un déclencheur. Elle ne promet pas un résultat garanti, elle propose une rupture mentale. Et c'est précisément cette rupture qui transforme une idée risquée en phénomène national. Très vite, le projet cesse d'être une abstraction nationale et prend des visages précis. Dans un village proche de Bobo-Dioulasso, une mère accepte de parler devant les caméras de la télévision nationale. Elle explique simplement qu'elle n'a jamais goûté au chocolat, mais qu'elle souhaite que ses enfants puissent en produire un jour. Cette phrase, fragile et sans emphase, circule largement. Elle transforme un objectif lointain en désir concret, presque intime, compréhensible par tous. Ailleurs, ce sont les jeunes qui incarnent le basculement. Musa fait partie de ceux qui, quelques mois plus tôt, envisageaient de quitter le pays. Désormais, ses journées sont rythmées par la protection des jeunes plants. Il organise des rondes, repousse les chèvres, répare des clôtures de fortune. Pour lui, chaque cacaoyel n'est pas seulement une tentative agricole, mais une responsabilité nouvelle. Il parle de ces arbres comme on parle d'un avenir qu'on refuse d'abandonner. Ces scènes se répètent dans de nombreux villages. Les soldats, visibles au début avec leurs uniformes, se fondent peu à peu dans des équipes mixtes où anciens agriculteurs, femmes et jeunes apprennent ensemble. Les premiers impacts ne sont pas économiques au sens strict, ils sont sociaux. Les routines changent, les conversations aussi. On ne discute plus seulement de la sécheresse, mais de ce qu'il est encore possible de tenter malgré elle. À ce stade, rien n'est gagné. Les plans meurent souvent. Les efforts semblent parfois vains. Pourtant,
quelque chose s'est déjà déplacé. Le projet agit comme un révélateur. Il modifie la manière dont les habitants se perçoivent eux-mêmes, avant même de transformer la Terre. Et peu à peu, une identité collective commence à basculer. Le déclenchement est soudain. L'annonce initiale se répand à travers le pays comme une onde de choc. Et les premiers jours ressemblent à une mobilisation improvisée. Des seaux apparaissent, des pelles circulent de main en main, des tuyaux d'arrosage sont tirés à même le sol brûlant. À l'aube, des groupes se forment spontanément. On creuse, on arrose, on transporte de la terre rouge sous un soleil implacable. Chaque lever de jour devient un signal. L'activation est brute, presque désordonnée, mais elle est massive. L'idée, encore fragile, s'incarne dans des gestes répétés, simples, obstinés. Très vite, la tension monte. Le Sahel ne cède rien. Les jeunes plants brûlent sous la chaleur. Les pluies tardent et les premières pertes s'accumulent. Les chèvres et le bétail errant, attirés par les rares tiges vertes, détruisent dans quelques minutes des journées entières de travail. Les anciens observent les champs avec scepticisme, rappelant que d'autres cultures ont déjà échoué dans ces conditions. Chaque semaine, des semis disparaissent. La fatigue se lit sur les visages. Le doute s'installe, silencieux mais persistant. Pourtant, personne ne se retire vraiment. Au contraire, les jeunes redoublent d'efforts. Des patrouilles s'organisent pour protéger les vergers la nuit. Des clôtures de fortune sont montées avec des matériaux récupérés. Musa et d'autres volontaires coordonnent des équipes, apprennent à se relayer, à partager les tâches. La scène ressemble de plus en plus à une bataille d'usure plutôt qu'à un projet agricole classique. Chaque plan perdu devient une raison de recommencer ailleurs, différemment. C'est dans ce contexte que survient une première rupture. Des journalistes étrangers reviennent, convaincus de filmer l'échec annoncé. Leurs images de plans flétris circulent à l'international, accompagnées de titres ironiques et de commentaires acerbes. À l'extérieur, ces images confirment un récit de dérision. À l'intérieur du pays, l'effet est inverse. La critique agit comme un catalyseur. Une fierté résistante prend forme. Ce qui devait humilier renforce la détermination collective. Ibrahim Traoré réapparaît alors publiquement, tenant des plans morts dans ses mains. Il ne nie pas les pertes, il les expose. Ses paroles insistent sur une idée simple. La liberté exige de se relever après chaque chute. Cette séquence marque les esprits. Elle transforme l'échec visible en étape assumée. Le projet cesse d'être défensif. Il devient affirmatif. La tension ne disparaît pas pour autant. La deuxième année apporte une sécheresse encore plus dure. Les vergers déjà fragiles souffrent davantage. Certains commencent à douter ouvertement. Les plus âgés rappellent que même des cultures mieux adaptées ont parfois échoué. Mais un noyau de volontaires se renforce. Ils réorganisent les pépinières, améliorent les protections, mutualisent les efforts. La dynamique change de nature. Elle n'est plus seulement spontanée, elle devient structurée. Puis, sans prévenir, une nouvelle rupture s'amorce. Quelques plans survivent, leur résistance est visible. Autour d'eux, les soins se concentrent. Des centres de formation et de recherche commencent à émerger. Le projet, longtemps moqué, entre dans une phase plus méthodique. Ce qui était une activation chaotique s'est transformé, à travers la tension et les échecs, en un processus durable. Le récit bascule lentement, mais irréversiblement. Au départ, le projet n'était qu'une promesse moquée. 3 ans plus tard, il s'appuie sur des repères observables. La transition est nette. Avant, une idée jugée irréaliste dans un environnement hostile. Après, une dynamique mesurable, même si elle reste fragile et incomplète. Ce basculement ne se lit pas seulement dans les discours, mais dans 3 dimensions concrètes qui permettent d'évaluer l'évolution réelle du projet. Sur le plan humain, un fait s'impose d'emblée. Dès la phase initiale, un ordre de grandeur s'impose. Des milliers de volontaires présents chaque jour sur les terrains du Sahel. Ce volume est inhabituel pour une initiative agricole née dans des conditions désertiques. Plus important encore que le chiffre exact, c'est la constance du flux. Malgré les pertes répétées de plants, malgré la sécheresse et les moqueries des extérieures, l'affluence ne se tarit pas. Cette persistance transforme une mobilisation émotionnelle en engagement durable. Elle explique pourquoi le projet ne s'est pas dissous après les premiers échecs visibles. Dans le même mouvement, on observe la transformation progressive des terres. Le cycle observé s'étend sur environ 3 années. La première est marquée par des pertes massives, semis brûlés, plants arrachés, découragement généralisé.
La deuxième accentue ses difficultés avec une sécheresse plus sévère. Pourtant, à l'issue de ce cycle, un contraste à basse contraste apparaît. Là où le sable dominait entièrement, des centaines de vergers montrent des signes de reprise. Cette échelle, encore modeste, suffit néanmoins à rendre le projet impossible à ignorer. Elle indique que certaines techniques d'irrigation, de protection contre le bétail et d'organisation collective produisent des effets tangibles. Et la dimension industrielle apparaît comme une rupture stratégique. Elle marque une rupture stratégique. À la fin de la 3e année, l'ouverture de la première usine de transformation du cacao à Bobo-Dioulasso change la nature du projet. Pour la première fois, une ligne de production locale fonctionne, même à capacité réduite. Ce point est crucial. Il montre que l'initiative ne se limite plus à planter des arbres, mais s'inscrit dans une chaîne de valeur complète. Plus tard, une deuxième unité dans la capitale vient renforcer cette orientation, confirmant que la vision dépasse désormais le stade expérimental. Pris ensemble, ces repères, mobilisation massive, vergers ressuscités, premières unités industrielles, forment une trajectoire cohérente. Ils ne garantissent pas le succès final, mais ils invalident l'idée d'un simple mirage. Le projet s'est déplacé d'un pari symbolique vers une structure réelle, observable et suffisamment solide pour supporter encore des chocs. Les critiques internationales les plus solides se sont articulées autour de 2 arguments majeurs. Le premier est climatique. Selon de nombreux économistes et agronomes occidentaux, le Sahel ne dispose ni de l'humidité ni de la stabilité hydrique nécessaire à une culture aussi exigeante que le cacao. Dans cette lecture, investir des ressources humaines et matérielles dans un tel environnement relève d'une illusion technique. Les images de plants brûlés par le soleil et de vergers détruits par la sécheresse semblent confirmer ce diagnostic. Le second argument est politique, politique et social. Il affirme que le pays détourne ses forces vives de priorités urgentes, sécurité, alimentation de base, services essentiels, pour se lancer dans un projet avant tout symbolique, sans garantie de rendement réel. Pris au sérieux, ces arguments ne sont pas absurdes. Le climat est effectivement hostile. Les pertes ont été massives, notamment lors de la 2e année. Et le risque d'un épuisement collectif existe toujours lorsque les résultats tardent à se matérialiser. Sur le papier, l'échec paraît plausible, voire probable. C'est précisément pour cette raison que ces critiques ont trouvé un écho dans de nombreux cercles internationaux. Pourtant, cette lecture présente une limite majeure. Elle résonne presque exclusivement en termes de faisabilité technique, en négligeant la dimension humaine du processus. Or, ce qui s'est joué au Burkina Faso ne se réduit pas à un calcul de rendement agricole. Malgré les pertes, le pays n'a pas assisté à une dispersion de ses forces, mais à une mobilisation persistante. Les jeunes ne se sont pas retirés, les villages n'ont pas abandonné, les équipes se sont réorganisées. Cette constance contredit l'idée d'un projet purement émotionnel voué à s'effondrer au premier choc. De plus, l'argument symbolique est fragilisé par un fait concret, l'émergence d'une capacité industrielle locale. L'ouverture d'unités de transformation, même modeste, montre que l'initiative dépasse le registre du geste politique. Elle s'inscrit désormais dans une chaîne de valeurs réelles. La contre-lecture n'affirme pas que le succès est assuré. Elle montre simplement que réduire le projet à une illusion climatique ignore une dynamique sociale profonde, capable de produire des effets que les modèles extérieurs n'avaient pas anticipés. Le basculement ne s'opère pas dans les champs, mais dans un bâtiment discret de Bobo-Dioulasso. L'ouverture de la première usine de transformation du cacao change instantanément la lecture du projet. Jusqu'ici, tout pouvait encore être interprété comme un effort agricole fragile, dépendant du climat et de la bonne volonté populaire. Avec cette unité, même modeste, la logique évolue. Le cacao cesse d'être uniquement une tentative de culture improbable. Il devient le début d'une chaîne de valeur complète, reliant la terre, le travail et un produit fini. La scène est volontairement simple. Des machines encore limitées, des lots de fèves soigneusement triés, des travailleurs concentrés. Rien de spectaculaire. Pourtant, cette simplicité porte une rupture stratégique. Elle prouve que le pays peut aller au-delà du symbole et inscrire son effort dans une infrastructure concrète. Ce passage du champ à l'atelier marque un point et de non-retour narratif. La présence d'Ibrahim Traoré lors de cette étape renforce la portée du moment. Tenant
Un produit transformé localement, il incarne une continuité entre la promesse initiale et sa matérialisation partielle. L'ironie extérieure commence alors à se fissurer. Ce n'est pas encore un succès massif, mais c'est désormais un fait. À partir de là, le projet ne peut plus être réduit à une simple illusion. Les effets du projet cacao commencent alors à se matérialiser différemment selon les groupes sociaux, révélant une transformation plus large que prévu. Pour les agriculteurs, l'impact est d'abord psychologique, puis pratique. Beaucoup, longtemps cantonnés à des cultures de subsistance peu rentables, découvrent un horizon nouveau. Les vergers restent fragiles, les rendements incertains, mais l'existence même de plants survivants modifie les comportements. Les clôtures, l'arrosage collectif et la surveillance partagée instaurent des formes de coopération inédites. Le travail n'est plus solitaire. Il devient organisé, pensé dans la durée. Chaque cacaoyer vivant n'est pas encore un revenu, mais il représente une possibilité concrète de sortie progressive de la dépendance. Pour les petites entreprises et artisans, la bascule est plus récente mais significative. L'ouverture des premières unités de transformation crée un embryon de marché local. Transporteurs, coopératives, ateliers artisanaux commencent à se positionner autour de la filière. Les volumes restent faibles, mais la rupture est qualitative. Transformer localement signifie conserver une partie de la valeur sur place. Des barres simples, du beurre et de la poudre de cacao apparaissent sur les marchés urbains. Cette dynamique réduit, même marginalement, la dépendance aux importations et ouvre un espace économique qui n'existait pas auparavant. Pour les jeunes, l'impact est plus intime. Beaucoup envisageaient autrefois l'exil comme unique horizon. Le projet leur offre une raison de rester, non par obligation, mais par engagement. Protéger un verger, apprendre une technique nouvelle, participer à une chaîne de production donne un sens immédiat à leurs efforts. Dans ce cadre, le discours d'Ibrahim Traoré sur l'autodétermination cesse d'être abstrait. Il se traduit par des tâches quotidiennes, parfois épuisantes, mais porteuses de dignité. Le travail devient un acte d'appartenance, pas seulement une nécessité. Enfin, pour le pays et la région, les répercussions sont politiques et symboliques. Le Burkina Faso commence à être observé différemment par ses voisins du Sahel. Ce qui était perçu comme une initiative insensée devient un laboratoire d'autonomie. Les diplomaties étrangères, autrefois ironiques, adoptent un ton plus prudent. Sans bouleverser les équilibres régionaux, le projet modifie le récit dominant. Un pays peut tenter autre chose que ce qui lui est prescrit. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation encore fragile mais réelle. Aucun groupe n'a tout gagné, mais chacun perçoit désormais un déplacement tangible des possibles. À ce stade, l'élan est réel, mais demeure vulnérable. L'avenir du projet ne dépend pas d'une promesse unique, mais d'un ensemble de conditions qui peuvent évoluer rapidement. À horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires restent possibles, sans hiérarchie de probabilité, mais avec des conséquences très différentes. Dans une trajectoire plus probable, la continuité sous contrainte prévaut. Si les pluies restent faibles, mais relativement régulières, alors les vergers déjà adaptés pourront maintenir une progression lente. Les plants résistants formeront un socle minimal, suffisant pour éviter un recul brutal. Si les équipes locales poursuivent leur coordination quotidienne, les protections contre le bétail et l'entretien collectif resteront efficaces. Dans cette trajectoire, la production restera modeste mais stable. Les unités de transformation fonctionneront à faible cadence, assurant une présence continue du cacao local sans bascule majeure. Dans une version plus favorable, l'élargissement progressif devient possible. Si une saison légèrement plus clémente survient, et si les techniques d'irrigation testées dans plusieurs villages se diffusent davantage, alors les vergers pourraient s'étendre au-delà des zones pilotes. Si les coopératives féminines renforcent leur rôle dans la transformation, alors la production locale de beurre et de barres simples pourrait augmenter. Cette dynamique accroîtrait la crédibilité du projet, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi auprès des voisins régionaux attirés par cette expérience d'autonomie agricole. Et il faut aussi envisager une version plus difficile. Si une nouvelle sécheresse comparable à celle de la deuxième année frappe les plantations, alors une partie des acquis pourrait être fragilisée. Si parallèlement des pressions économiques ou symboliques extérieures s'intensifient, alors les capacités industrielles naissantes pourraient ralentir.
Ce scénario n'effacerait pas les progrès réalisés, mais il testerait la solidité de la mobilisation collective et la capacité à absorber de nouveaux chocs. Ces trajectoires rappellent une chose essentielle. L'enjeu n'est pas de prédire, mais de penser en conditions. Le projet avance moins par certitude que par ajustement successif. Pour de nombreux habitants du Burkina Faso, le projet cacao a déjà dépassé le cadre d'une initiative agricole. Il s'est glissé dans la manière dont ils parlent de l'avenir, dont ils évaluent leurs choix et dont ils se projettent dans le temps. Dans les villages, les familles observent les jeunes cacaoyers comme on observe une promesse fragile. Chaque plan vivant rappelle qu'une possibilité nouvelle existe, même si elle reste incertaine. Les discussions quotidiennes ne portent plus seulement sur la sécheresse ou les pertes, mais sur ce qu'il est encore possible de tenter malgré elles. Chez les jeunes, l'impact est plus personnel. Beaucoup avaient longtemps intégré l'idée que l'avenir se trouvait ailleurs, loin des terres arides où ils avaient grandi. Le projet introduit une alternative. Rester n'est plus seulement subir, cela peut devenir un choix. Apprendre à cultiver un arbre inconnu, protéger un verger collectif, participer à une chaîne de transformation donne une utilité immédiate à leurs efforts. Le travail n'efface pas les difficultés, mais il offre un sens partagé. Cette bascule psychologique est lente, parfois réversible, mais elle modifie déjà certaines trajectoires individuelles. Pour la diaspora et les observateurs africains, le projet résonne différemment. Il interroge les récits habituels associés au Sahel, souvent réduits à la pénurie et à la dépendance. Voir émerger des unités de transformation locales, même modestes, oblige à reconsidérer ces cadres. Le Burkina Faso apparaît moins comme un espace figé que comme un terrain d'expérimentation sociale et politique. Enfin, pour les spectateurs extérieurs, l'expérience pose une question plus large. Que signifie accompagner ou juger un pays qui tente de se réinventer en dehors des modèles attendus? Le projet Cacao n'apporte pas de réponse définitive. Il invite simplement à regarder autrement des dynamiques qui se construisent loin des centres de décision habituels, mais qui transforment déjà en profondeur la manière dont un peuple se pense lui-même. Pour que l'élan né autour du cacao se transforme en structure durable, il faut avancer de façon pragmatique avec des étapes simples et bien coordonnées. Tout repose avant tout sur l'organisation locale. Si chaque village consolide des équipes dédiées à la surveillance et à l'entretien, alors les vergers gagneront en résilience face au bétail et aux aléas climatiques. Il ne s'agit pas d'augmenter l'effort, mais de le stabiliser par des routines partagées, mesurables dans le temps. La formation devient alors décisive. Les centres déjà créés doivent multiplier les sessions pratiques sur l'irrigation, la gestion des pépinières et la protection des sols. Si ces savoirs se diffusent de manière homogène, les erreurs coûteuses des premières années pourront être réduites. Cette montée en compétences conditionne la survie des zones où les cacaoyers ont déjà résisté. La dimension industrielle doit suivre, sans brûler les étapes. Les unités de transformation doivent aligner leur calendrier de production sur les volumes réellement disponibles. Si les achats, le stockage et la distribution sont planifiés avec rigueur, alors la filière cessera d'être symbolique pour devenir cohérente. À ce stade, la présence d'Ibrahim Traoré sert de rappel politique. L'autonomie économique repose sur la continuité, pas sur des coups d'éclat. Et à l'échelle régionale, un autre levier s'ouvre. Si les échanges techniques avec les pays voisins s'intensifient, le Burkina Faso pourra renforcer sa propre résilience tout en partageant une expérience encore rare au Sahel. Cette coopération élargit l'horizon sans diluer l'objectif initial. Ensemble, ces leviers ne garantissent pas le succès. Ils offrent une méthode pour transformer une volonté collective en trajectoire soutenable. Dans les villages où tout a commencé, on se souvient encore de cette mère qui expliquait calmement qu'elle n'avait jamais goûté au chocolat, mais qu'elle voulait voir ses enfants en produire un jour. Son visage, marqué par la fatigue et la patience, est devenu un symbole discret du projet. Elle ne parlait ni de rendement, ni de marché, mais de transmission. Aujourd'hui encore, des femmes comme elle continuent d'arroser les jeunes cacaoyers, de réparer des clôtures, de protéger des plants fragiles comme on protège une promesse que l'on refuse d'abandonner. Ce geste quotidien fait écho aux mots d'Ibrahim Traoré, pour qui chaque arbre vivant représente une affirmation de dignité. Avec le temps, le cacao a cessé d'être seulement une culture improbable. Il est devenu un miroir.
un miroir dans lequel un peuple apprend à se regarder autrement, loin des récits de fatalité et des attentes extérieures. Les premières barres produites localement ne sont ni parfaites ni abondantes, mais elles condensent une histoire faite d'efforts répétés, d'échecs assumés et de persévérance collective. Elles prouvent qu'une transformation peut commencer sans garantie, portée uniquement par la volonté de ne plus se définir par ce qui manque. Sous la sécheresse, une idée a pris racine. Et cette idée continue de grandir, lentement mais visiblement. L'histoire du cacao au Burkina Faso ne se termine pas avec les premières barres produites localement, ni avec l'ouverture d'une usine encore modeste. Elle continue dans chaque verger fragile, dans chaque geste répété sous la chaleur du Sahel, dans chaque décision collective de ne pas renoncer. Ce projet, né dans le doute et porté par une persévérance inattendue, invite à repenser la manière dont un pays peut chercher l'autonomie sans attendre la validation extérieure. Au-delà du cas burkinabé, cette trajectoire pose une question plus large. Que signifie réellement soutenir, observer ou juger des initiatives qui naissent loin des centres de pouvoir habituels ? Le parcours impulsé par Ibrahim Traoré montre qu'un récit peut changer lorsque des communautés décident d'agir malgré des conditions défavorables. Il ne fournit pas de modèle clé en main, mais il ouvre un espace de réflexion sur la dignité, la souveraineté et le temps long du changement. La discussion reste ouverte. Elle dépend aussi du regard que chacun choisit de porter sur ces expériences. Les considère-t-on comme des anomalies à corriger ou comme des tentatives légitimes de redéfinir un avenir commun ? C'est peut-être là que commence l'essentiel, dans notre capacité à écouter ces récits, à les questionner et à en débattre sans condescendance.